Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Le Covid-19 a creusé les inégalités mondiales. C'est ce que souligne le nouveau rapport du laboratoire sur les inégalités publié ce mardi. Une étude fouillée dans plus de 100 pays. On y découvre d'importantes disparités de revenus, de patrimoine, de droits, d'éducation, mais aussi d'émissions carbone, selon sa classe sociale, son genre, sa race. Comment les inégalités rongent la planète et comment y remédier. On en parle avec mes invités. Anne-Sophie Robillard, économiste à l'Institut de recherche pour le développement et membre du laboratoire sur les inégalités mondiales. Nicolas Duvou, professeur de sociologie à l'Université Paris 8 et président du comité scientifique du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, le CNLE. Et Louis Schweitzer, ancien haut fonctionnaire, ancien président du groupe automobile Renault et actuel président du CNLE. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. En moyenne, les 10% des adultes les plus riches de la planète captent 52% des revenus mondiaux, lorsque les 50% les plus pauvres s'en partagent 8,5%. Des inégalités de patrimoine encore plus marquées, 10% des plus aisés détiennent plus de 76% des richesses, là où les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Une situation renforcée pendant la crise sanitaire. Anne-Sophie Robillard, comment l'expliquez-vous ? Bonjour. Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On a des raisons de penser, en effet, que les inégalités de patrimoine se sont aggravées parce qu'on voit que les niveaux de capitalisation boursière ont augmenté et cette capitalisation boursière, elle va vers les ménages les plus riches, vers les individus les plus riches. Et par ailleurs, on sait que cette capitalisation boursière est sans doute liée, cette augmentation est très vraisemblablement liée à l'augmentation de l'activité de certains secteurs qui ont d'une certaine manière bénéficié des politiques de confinement. Alors on pense évidemment à toute la tech, de Netflix à Amazon, toutes ces entreprises ont d'une certaine manière bénéficié des politiques mises en œuvre pour lutter contre la pandémie. Et inversement, les individus les plus vulnérables, les plus pauvres, ont eu d'énormes difficultés à poursuivre leur activité. Alors dans les pays européens, on a eu les moyens de mettre en place un certain nombre de politiques d'accompagnement, mais dans les pays les plus pauvres, ces moyens n'existent pas. Et donc ces individus qui, pour survivre, doivent travailler et non pas un État social, un filet de sécurité sociale qui permette de les soutenir pendant cette crise très, très aiguë. Se sont clairement appauvris. Le rapport montre que les inégalités sont particulièrement marquées en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est quoi ? C'est c'est une forme de persistance de systèmes très hiérarchisés. Voilà, donc le rapport fait le point sur les inégalités mondiales. Il produit, donc le World Inequality Lab produit tous les ans, met à jour tous les ans sa base de données mondiale sur les inégalités, donc sur 180 pays. Et en s'appuyant sur un réseau important de chercheurs et sur une équipe, le laboratoire sur les inégalités mondiales. Et donc, on peut regarder cette inégalité sous différents angles. Vous avez donné des chiffres au niveau global qui sont évidemment très, très frappants, mais on peut aussi regarder au niveau régional quelles sont les régions les plus inégalitaires, les moins inégalitaires. Alors, on a en haut, parmi les régions les plus inégalitaires, on a en effet la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, viennent ensuite l'Afrique et l'Amérique latine, qui sont assez proches en réalité, ce qui était une surprise en fait. Mais bon, ce sont pas les résultats les plus novateurs, disons, du WIL qui cette année a mis l'accent, du rapport, je veux dire, qui a mis l'accent sur les inégalités de patrimoine et de CO2. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que ces niveaux très, très élevés d'inégalité se maintiennent dans ces régions-là, donc avec des histoires différentes, évidemment, l'histoire coloniale, par exemple, ou l'apartheid. Notamment l'apartheid pour l'Afrique, qui trace, et qui marque de manière très très vive les inégalités sur le continent africain, avec des niveaux d'inégalité extrêmement élevés en Afrique du Sud, mais aussi cette histoire coloniale a également marqué l'Amérique latine. Alors l'histoire après du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est un peu différente. Il y a notamment des niveaux très élevés d'inégalité dans les pays pétroliers, dans les pays
du Golfe. Voilà, Nicolas Duvoux, on l'a dit, l'Europe apparaît comme la région la moins inégalitaire du monde. Pour autant, en France, la crise des Gilets jaunes est venue rappeler les fractures, les sensibilités autour des inégalités, celle plus récente dans les Outre-mer également. Avec la crise sanitaire, de nouvelles populations en France ont basculé dans la pauvreté, dans la précarité alimentaire. Oui, c'est un constat qui a été évident, c'est de voir émerger de nouvelles populations dans notamment l'aide alimentaire. La crise a notamment révélé la précarité des étudiants et des étudiantes, c'est vraiment le phénomène qui est apparu de la manière la plus massive. Peut-être la population des indépendants également a-t-elle été très vulnérable. Ça s'explique parce qu'on a là des populations qui sont peut-être les moins bien protégées par les filets de sécurité qui ont été activés pendant la période. Et je dirais simplement que la crise sanitaire a peut-être plus servi de révélateur à un certain nombre de phénomènes de vulnérabilité qui ne sont pas tous des phénomènes de pauvreté monétaire. Vous avez évoqué les gilets jaunes, il y a d'autres catégories de la population qui sont fragiles, qui ont des niveaux de vie qui ne leur permettent pas de vivre décemment et qui pourtant ne sont pas pauvres d'un point de vue monétaire. Donc ça a peut-être plutôt servi de révélateur de zones de tension et de fragilité dans la société française qui préexistaient à la crise sanitaire et qui évidemment, au moment où l'économie formelle, mais aussi informelle d'ailleurs, s'est arrêtée, ont été rendues particulièrement saillantes. Donc, le constat, c'est plutôt une révélation et une aggravation, une intensification de phénomènes préexistants, plutôt qu'un basculement radical sur lequel il y a vraiment lieu de douter, étant donné, vous l'avez évoqué, la capacité des pays européens à mettre en place des politiques qui, à très forte échelle, pour contenir le glissement vers la pauvreté. Oui, vous pensez aux prestations sociales, aux politiques familiales, par exemple, ou à une taxation progressive. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé dans le rapport sur les inégalités mondiales. Anne-Sophie, allez-y. Je pensais plus modestement, excusez-moi, à l'ensemble des mesures, par exemple l'activité partielle, qui a permis d'éviter aux salariés qui n'avaient plus d'activité de tomber dans la pauvreté. Donc je pensais à ces systèmes qui ont finalement gelé la situation pendant la crise sanitaire et évité un débordement des situations de tension et de pauvreté ou de misère sociale. Anne-Sophie Robillard, la crise sanitaire, elle a également creusé les inégalités de genre en France, mais aussi d'ailleurs ailleurs également. Les femmes sont une nouvelle fois les perdantes. Oui, alors on a évidemment beaucoup entendu parler de cette difficulté qu'ont eu les femmes, notamment dans le cadre du télétravail, celles qui étaient amenées à utiliser le télétravail, de gérer la complexité de la prise en charge à la fois de la vie familiale et des charges professionnelles. Ce que met en avant le rapport est quelque chose sur un temps long et sur plusieurs pays. Donc je voudrais peut-être vouloir insister un peu là-dessus. Donc on a fait un travail qui est novateur dans la mesure où on a décidé de mettre en avant un indicateur qui est très simple, qui est simplement la part des femmes dans le revenu total du travail. Donc c'est un indicateur qui va prendre en compte à la fois l'inégalité homme-femme dans l'accès à l'emploi et l'inégalité homme-femme dans la rémunération de l'activité. Et ce qu'on estime sur 180 pays, sur une longue période, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le chiffre obtenu aujourd'hui, les femmes reçoivent au niveau global donc 35% du revenu du travail en 2020. Alors si on regarde la part en France, elle est un peu plus élevée puisqu'elle est à 41%. Mais on est loin de la parité dans les deux cas, puisque la parité, ça serait évidemment 50%. Si les femmes travaillaient autant que les hommes, si en emploi, elles gagnaient autant que les hommes, elles seraient à 50%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que cet indicateur a évolué au niveau global. Il a augmenté, puisqu'en 90, on était à peu près à 30%. Mais à cette vitesse-là, on arriverait à une parité à 50% en 2100. Donc ça paraît quand même très loin. Et donc se pose la question de quel type de politique on peut renforcer ou mettre en place pour Vous pensez à quoi? Vous pensez à des quotas? Vous pensez à quel type d'incitation? Alors, il y a un ensemble de politiques qui existent, qu'il faut, je pense, renforcer. Très rapidement, excusez-moi. Oui, alors évidemment, toutes les politiques autour
de la prise en charge de l'enfant, puisque c'est vraiment, enfin, ce qu'on a comme évidence dans les pays riches, c'est ce qu'on appelle la pénalité pour l'enfant, c'est-à-dire le fait que les femmes, à la naissance d'un enfant et au cours de leur carrière, vont avoir des revenus sensiblement moins élevés que ceux des hommes. Donc on pense à, évidemment, l'accueil pour la petite enfance, l'allongement du congé de paternité, mais aussi les instruments fiscaux comme la taxation individuelle des revenus, c'est-à-dire la fin de la taxation jointe, qui est une désincitation à la participation au marché du travail. Entendu. Donc ça pardon, je vous coupe, il nous reste très peu de temps. Louis Schweitzer, vous présidez le comité d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Alors réforme de l'assurance chômage, des aides au logement, projet de réforme des retraites, quelles sont vos préconisations très rapidement au gouvernement? D'abord, nous avons comme première mission d'évaluer les stratégies déjà mises en place. Dans les préconisations que nous avons présentées et que nous suivons, il y a des mesures spécifiques en faveur des jeunes. Les 18-25 ans en France sont notamment exclus du revenu d'activité. Nous pensons que cette exclusion n'est pas justifiée, que les jeunes de 18 à 25 ans ne sont pas dans une situation souvent qui leur permet de bénéficier d'aides familiales. Et nous pensons aussi que le fait d'accorder une aide monétaire ne décourage pas de chercher un emploi. Donc c'est une première mesure que nous recommandons avec force. Nous soulignons qu'il faut une continuité dans l'action et la lutte contre la pauvreté. On ne peut pas résoudre les problèmes de pauvreté par des actions ponctuelles qui ne se durent pas dans le temps. Et ces actions doivent concerner la vie entière des personnes, de l'enfance aux dernières années de la vie, parce que la pauvreté prend des formes différentes, a des impacts différents tout au long de la vie, et c'est tous ces impacts qu'il faut traiter si l'on veut à la fois assurer l'égalité des chances pour l'enfant et une vie digne pour les personnes âgées. Nous pensons aussi, et nous l'avons souligné, ce sera le mot de la fin, sur la grande pauvreté, parce que la catégorie des personnes pauvres en France représente un peu plus de 13% de la population, c'est-à-dire 9 millions de personnes, mais dans ces personnes pauvres, il y a 2,5 millions de personnes environ qui sont en situation de grande pauvreté, et ces personnes, donc les plus pauvres d'entre les pauvres, sont souvent négligées par les politiques, et il faut mettre l'accent sur le soutien de ces personnes-là. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.